aurait dû avoir un plan. C'est ça qu'on attend du côté des partis d'opposition. Je ne sais pas si on va écouter le ministre Dubé tout de suite, les oppositions. On va d'ailleurs céder, je m'excuse de vous interrompre, on va céder la parole à M. Dubé. À tout à l'heure, Alex. Bonjour. Bonjour tout le monde. Avec Dr Arruda, directeur national de la santé publique, puis un nouvel invité, mais un collègue des derniers mois, Daniel Desharnais, qui est sous-ministre adjoint, mais dont le rôle, pour les Québécois qui le connaissent moins, est entre autres au ministère de faire le lien avec tous nos PDG du réseau. Alors, vous pouvez bien comprendre qu'aujourd'hui, lorsqu'on va parler de la vaccination des employés, Daniel a travaillé très fort au cours des dernières semaines dans les différents scénarios que je vais présenter. Alors, sans plus tarder, c'est évident que depuis le 15 octobre, on a fait beaucoup de travail à comprendre la situation exacte de où on en était avec la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé, là, depuis la dernière annonce qu'on a faite, mais surtout pour essayer de trouver des solutions à la recommandation qu'on avait de la santé publique. Et d'un côté, comme je l'ai mentionné hier, c'est vrai que les données, ou en tout cas certaines données, on peut bouger dans les derniers jours, dernières semaines. Puis là, je pense ici, entre autres, au nombre de personnes qu'on appelle les non-vaccinés, c'est-à-dire ceux qui n'ont même pas reçu encore une dose. Puis je vous dirais que les chiffres changent un peu parce qu'il y a toujours des ajustements. Mais on est aux alentours d'à peu près 14 000 personnes qui n'ont pas reçu de première dose. Bon. Mais ce qui est la bonne nouvelle en creusant puis en étant le plus rigoureux possible, c'est qu'il faut qu'on considère seulement ceux qui ne sont pas au travail sur le terrain. Parce qu'on vous a toujours parlé de 330 000 personnes qui sont des employés ou qui sont soit des fois retirés pour des raisons de retrait préventif ou de congé de maladie ou peu importe. Alors, il faut regarder vraiment les gens qui sont sur le terrain en contact avec les patients. Alors, la bonne nouvelle, parce qu'il y en a des bonnes nouvelles, du 14 000 dont je parlais tout à l'heure, il y a à peu près 8 000 personnes qui sont vraiment sur le terrain, qui sont non vaccinés. On met de côté ceux, peut-être qui ne sont pas vaccinés, mais qui ne sont pas sur le terrain. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, il y en a moins. Fait que ça, c'est très clair. Et de ces 8 000 personnes-là, ça va faire beaucoup de chiffres, mais on va les résumer après, il y en a à peu près 5 000 qui sont en contact direct avec le patient. Donc ça, c'est la bonne nouvelle parce qu'on a vraiment raffiné nos différents modèles, puis tantôt, je reviendrai pour poser des questions à Daniel sur les différentes simulations. Alors, ce qui fait en sorte, si on prend le résumé de ça, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on a 97 % de nos employés de la santé, nos employés actifs sur le CRE, qui ont reçu au moins une dose. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il faut se rappeler où on était au moment de la recommandation à la fin là, du mois d'août. Je ne me souviens pas exactement de la date, mais on était à 90, presque 91 %. Donc, il y a eu une grande amélioration depuis ce temps-là. Donc, il faut mettre ça en perspective. Moi, je dirais 97 %, c'est exceptionnel. C'est pas loin de vos rêves, mais c'est pas encore parfait. Il en reste 3 %. Et puis, je dirais qu'on a tout essayé pour vacciner le dernier 3 % parce que c'était une recommandation, il faut s'en souvenir, de vaccination obligatoire, mais on doit se convaincre un peu comme j'ai dit hier, là, que ça bouge pas beaucoup dans les derniers jours. Et je dirais, je me permets, puis je veux peser mes mots, pour plusieurs Québécois, puis je l'ai entendu souvent dans les dernières semaines, pour plusieurs Québécois, dont moi, ça reste incompréhensible que des travailleurs de la santé ne veulent pas se faire vacciner. Et comme ça semble un noyau dur, je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose. Et malheureusement, puis je le dis malheureusement, notre réseau de la santé, dans notre situation actuelle, ne peut pas se passer de ces personnes-là. Alors, comme on est à une dizaine de jours
le deuxième échéancier qu'on s'était donné du 15 novembre, bien, nos gestionnaires, ils doivent planifier les horaires. On ne peut pas à la dernière minute. Puis c'est pour ça qu'on a décidé d'avancer le point qu'on fait aujourd'hui après de nombreuses discussions, entre autres avec nos PDG plusieurs fois dans les derniers jours. Alors donc, on devait prendre une décision qu'on a prise, que je vais vous résumer. Alors, au cours des derniers jours, avec une foule de scénarios que nos PDG nous ont présentés, puis je vais les appeler des scénarios potentiels. Parce que les documents que vous allez voir, là, je ne sais pas parce qu'ils rentrent probablement au moment où je vous parle, s'ils ne sont pas déjà rentrés, mais je vous parle de scénarios potentiels parce qu'on a fait des simulations. C'est très simple ce qu'on a fait. On a dit, si demain matin, il nous manquait 8000 personnes, vous allez voir le chiffre, là, c'est 7900 quelque chose. S'il nous manquait 8000 personnes dans le réseau de la santé, ça représente environ 127, ce qu'on va appeler des réorganisations de services. Une réorganisation de services, là, c'est ce qu'on a vécu à Sainte-Terre, ce qu'on a vécu où on dit on ferme un service d'urgence pendant une certaine heure et on redirige le trafic des patients ailleurs. Ça, c'est une réorganisation de services. Et par opposition à une diminution de services, il manque d'infirmières, il manque de personnel, on coupe le nombre de lits, les gens se font toujours traiter, mais il y a moins de services. La simulation avec 8000 personnes là, manquantes, là, c'est plus de 500 diminutions de services ou de réorganisation. C'est majeur. C'est majeur. C'est des indications qu'on avait quand on avait notre échéance du 15 octobre, mais qu'on a raffiné pour être convaincu aujourd'hui que c'est les scénarios qu'on devait présenter à la santé publique et de leur dire, en fait, en résumé, vous nous avez demandé ça, on a livré la marchandise jusqu'à 97 %, mais le 3 % dont on vous parle, c'est ça que ça donne. C'était là. Alors, et je le répète, c'est même en acceptant que les employés qui ont eu seulement une dose, on les considère comme vaccinés. On se comprend bien, là. Alors donc, je pense que les gens vont bien comprendre que c'était une décision où on est en train de prendre la moins pire des décisions. Comprenons-nous bien, c'est pas une décision qu'on aime prendre, mais à un moment donné, c'est ça qu'il faut gérer. Alors, j'aimerais résumer la mise à jour de la recommandation de la santé publique, puis le Dr Arruda pourra en parler parce que lui aussi a travaillé pas mal dans les derniers jours, est la suivante. C'est de dire que la vaccination des travailleurs de la santé ne sera plus obligatoire pour les employés qui sont actuels du réseau, mais elle sera obligatoire pour tous les nouveaux employés, premièrement. Et deuxièmement, la santé publique exige un dépistage qui est très rigoureux, et j'insiste sur le mot rigoureux, de tous les employés non vaccinés, c'est-à-dire ceux qui ont reçu aucune dose, et ce, 3 fois par semaine. Les conséquences de ça, puis je veux être très clair. Là, je parle entre autres à tous les travailleurs de la santé. Tous les travailleurs de la santé. Ce qu'on annonce aujourd'hui, puis c'est comme on le fait depuis le 15 octobre, les mesures qu'on a annoncées au 15 octobre, elles demeurent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, entre autres, que tous les travailleurs non vaccinés n'ont pas accès aux primes COVID et ni aux primes de rétention. C'est pas tout le monde qui a vu l'effet sur leur paye jusqu'à maintenant, là. Premièrement. Deuxièmement, on va continuer d'exiger des travailleurs non vaccinés qui soient testés au minimum 3 fois par semaine. Et ça, je le dis, là, c'est autant au public, dans le réseau public, que dans le réseau privé. Ça aussi, c'est non négociable. Et je vais le dire qu'on va être intransigeant sur ça, c'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas se faire dépister vont être mis sans solde. Et d'ailleurs, je le dis, vous l'avez vu dans certains fils de presse cette semaine, qu'on a déjà commencé à mettre des employés sans solde
qui refusaient de se faire dépister, entre autres dans la capitale nationale. En fait, ce qu'on me disait ce matin, là, rapidement, à la dernière rencontre qu'on avait à PDG, il y a à peu près plus de la moitié des CIS et des CIUS qui ont commencé à mettre des employés sans solde qui refusaient de se faire dépister. Donc, en fait, c'est un peu ce que les PDG nous ont dit au cours des derniers jours, et c'est ce qui a fait qu'on a décidé d'accélérer la décision qu'on fait part aujourd'hui, parce que je pense qu'il aurait été mal avisé de notre part. Puis moi, vous me connaissez un peu maintenant, je veux être transparent à la population. Pour moi, il n'était pas nécessaire d'attendre au 15 novembre pour vous annoncer ce qu'on annonce aujourd'hui. Et je pense qu'en ce moment, ce qui va arriver, et je le vois, oui, il va y avoir des employés de la santé qui vont peut-être prendre la chance de dire « OK, peut-être qu'ils ne seront pas sérieux, puis ils ne viendront pas me dépister, ou on va me laisser passer. » Et je le dis tout de suite, la réponse, c'est fini. C'est fini depuis cette semaine. Ceux qui ne se font pas dépister et qui ne sont pas vaccinés vont être mis sans solde. J'aimerais dire, surtout aux non-vaccinés, et je pense que je vais appeler ça un dernier appel. On s'est engagé, nous, au gouvernement, à gérer le réseau de la santé d'une façon différente. On a dit qu'on allait faire un changement de culture. Puis là, je m'adresse beaucoup aussi à ceux qui sont là, pas uniquement les non-vaccinés, mais aux 97 % qui est vacciné. On s'est engagé qu'on allait vous donner un meilleur réseau, qu'on allait arrêter le temps supplémentaire obligatoire, qu'on allait arrêter la main-d'œuvre indépendante, qu'on allait vous donner les meilleurs horaires. Une des raisons pour lesquelles on décide, avec le docteur Arruda, de prendre cette décision-là, c'est pour être capable de respecter cet engagement-là. Parce que si on avait laissé partir 8000 employés, bien, oubliez ça, là. On aurait été obligé encore de faire du TSO, encore de faire de la main-d'œuvre indépendante. Puis moi, c'est un engagement qu'on a pris. On veut améliorer le réseau maintenant. Et ça, pour moi, c'est important. Alors, je tenais à vous dire. Et pour les non-vaccinés, je dirais, pensez à votre engagement, non seulement personnel, mais à vos collègues, ceux avec qui vous travaillez tous les jours. Je pense que c'est important, avant de décider de dire non, moi, je ne veux pas me faire vacciner, je ne veux surtout pas me faire dépister, mais de l'impact que vous avez sur vos collègues qui tiennent le fort depuis tant de mois. Fait que je pourrais comprendre, en conclusion, je pourrais comprendre que peut-être certaines personnes vont être déçues de la décision qu'on prend aujourd'hui. Mais pour moi, on doit regarder en avant. Et je veux rappeler à tous les Québécois qui se sont fait vacciner en très grand nombre. D'ailleurs, je pense qu'on a un docteur Arruda qui est très content de nos taux de vaccination. Mais aussi au personnel de la santé qui s'est fait vacciner, lui aussi, en très grand nombre, que nous pouvons prendre la décision aujourd'hui, cette décision-là qu'on prend, tout en gardant notre milieu sécuritaire. Puis ça, je pense que c'est important de le réaliser. Et c'est pour ça qu'on va être très rigoureux dans l'application du dépistage. Puis peut-être que la phrase que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, je pense qu'avec une vaccination de 97 % dans le réseau de la santé, on passe maintenant de la vaccination obligatoire au dépistage obligatoire. Passons à une autre étape. Je vais dire quelques mots en anglais. Je vais prendre un petit peu d'eau. J'annonce aujourd'hui que la santé publique a mis à jour sa recommandation sur l'obligation de la vaccination des travailleurs et des travailleuses de la santé. La vaccination de ce personnel ne sera plus obligatoire pour les employés actuels, mais elle sera obligatoire pour tous les nouveaux employés. Cela, néanmoins, exige un dépistage rigoureux de tout le personnel non vacciné,
3 fois par semaine. Depuis quelques jours, nos partenaires ont présenté des scénarios de réorganisation des services où nous avons procédé à la simulation de l'absence des non-vaccinés dans le système de santé. Nous priver de 8 000 personnes aurait eu un effet dévastateur sur le réseau. On pourrait faire face, par exemple, à plus de 500 épisodes de réorganisation ou de réduction de services. Mais j'aimerais être bien compris. La mesure mise en place depuis quelques semaines va demeurer en place. Les travailleuses et les travailleurs de la santé qui sont non vaccinés n'ont pas accès aux primes. Et nous exigeons également que les travailleuses et travailleurs non vaccinés soient dépistés au moins 3 fois par semaine, que ce soit dans le public ou le privé. Cela, ce n'est pas négociable. Et nous n'offrirons aucun compromis pour ceux qui ne veulent pas être testés. Ils seront suspendus sans salaire, ce qui est déjà le cas dans plusieurs établissements. J'aimerais envoyer un message aux travailleuses et aux travailleurs de la santé qui sont non vaccinés. Comme personnel médical, vous avez un devoir moral de protéger les clients que vous traitez et de protéger vos concitoyennes et vos concitoyens. Vous devez également faire preuve de solidarité auprès de vos collègues qui auront peut-être à souffrir, et cela, un manque encore plus grand de personnel si jamais vous êtes suspendu. Avec 97% du personnel vacciné, nous passons donc d'une vaccination obligatoire à un dépistage obligatoire. Je vous remercie. On est prêt à passer à la période de questions? On est prêt à passer à la période de questions, messieurs? Avec plaisir. Alors, on va passer une petite gorgée. Tout de suite avec Fanny Lévesque, La Presse. Bonjour à vous trois. Monsieur Dubé, est-ce que vous voyez ça? Je sais que vous allez probablement me répondre que non, mais est-ce que c'est pas quand même un échec de votre gouvernement d'avoir réussi à imposer la vaccination obligatoire dans le réseau? Ah, pas du tout. Je suis content de la question, puis je m'y attendais. Je savais qui allait la poser. Mais puisque c'est vous, je vais vous répondre. Écoutez, premièrement, je le répète, puis c'est pour ça que je l'ai dit dans mes notes. Aujourd'hui, d'être à 97 %, je pense que c'est un succès. C'est un succès, puis je pense que c'est pour ça qu'il faut prendre un peu de recul, ce que Horacio qui a été d'un support dans les derniers jours incroyable. Puis je vais laisser vous dire exactement ce qu'il m'a dit quand il a fait la comparaison au diagnostic d'un médecin. Mais je n'enlèverai pas son punch, parce que ça m'a beaucoup aidé, nous a aidé dans la décision qu'on a prise les derniers jours. Mais je vous dirais qu'au contraire, je pense que 97 % dans les circonstances, et j'aimerais ça peut-être qu'Horacio vous... Bon, premièrement, vous savez, un médecin, ça s'occupe d'une population, là, et puis il faut que le bénéfice soit plus grand que les désavantages. Puis quand on a un plan de traitement avec un patient, selon sa réponse, on peut changer notre plan de traitement. Fait qu'il ne faut pas voir ça comme un échec. Moi, au contraire, la vaccination obligatoire au mois d'août, dans un contexte épidémiologique complètement différent, on ne sait pas quelle allait être la 4e vague, etc. On n'avait pas des couvertures optimales. On ne peut pas se permettre de perdre des gens dans notre réseau par la maladie. Puis je tiens à vous dire encore, ça demeure une vaccination, une recommandation très forte. On ne la rend pas obligatoire maintenant à cause qu'on a atteint nos objectifs, mais ça demeure les gens les plus à risque de faire des complications, etc. Donc, comme le ministre dit, on invite encore les gens non vaccinés à se faire vacciner. Tout le nouveau personnel va être des gens vaccinés, puis on veut protéger les milieux par des tests de dépistage qui vont avoir lieu. Fait que moi, je vois ça au contraire. On n'aurait probablement pas obtenu, excusez-moi, les conjugations sont pas bonnes, obtenu le 97 % si on n'avait pas mis la vaccination obligatoire. Juste rappeler qu'on en a vacciné de plus, là. Je vais vérifier les chiffres, mais c'est au moins 15 000 de plus qu'on a vacciné depuis la commission parlementaire. J'aimerais ça, M. Dubé, vous entendre sur un autre sujet. J'imagine que mes collègues vont avoir des questions sur la vaccination obligatoire, mais sur les médecins de famille. En début, M. Legault a parlé de la liste là, des médecins. Il n'y a pas juste la vaccination. Non. Bon, la liste des médecins, avec les numéros de médecins, on voulait les transférer, voir la légalité là, de transférer ces listes-là au CIS et CIUS.
hier ou mardi, quand vous étiez devant le Collège des médecins, vous avez dit finalement, vous, ça vous intéresse pas de savoir qui sont les médecins, mais plutôt d'avoir le portrait général. Donc, est-ce qu'on a abandonné cette idée-là de transmettre la liste des médecins ou la liste avec les numéros aux établissements? Est-ce que ça, c'est écarté par votre gouvernement maintenant? Bon, ça va me permettre de faire quelques mises au point, là. Mais premièrement, la liste que j'ai obtenue de la RAMQ, je pense que je l'ai déjà dit, là, mais je vais le répéter. Ce qu'on a obtenu, c'était tout à fait officiel, puis c'est un droit du ministre de recevoir l'information. Et l'information, là, je veux l'expliquer, elle est dénominalisée. C'est-à-dire que je reçois une information, puis j'ai donné l'exemple. Moi, je veux voir la cloche de répartition des médecins par patient, ceux qui en ont 300, 500, 1000, 2000, c'est ça qu'on appelle. Mais pour ça, j'ai pas besoin de connaître le nom du médecin, j'ai besoin d'avoir un numéro qui est tiré un peu comme un numéro de loterie. C'est pas le même numéro du médecin. La RAMQ se donne un numéro qu'elle est le seul fiduciaire. Elle m'envoie ce code-là. Moi, je suis jamais capable de savoir quel médecin c'est. OK? C'est pas le numéro du médecin. C'est ça qu'on appelle dénominaliser pour être sûr que je suis pas capable de le reconnaître. Mais tout ce que je veux comme information, c'est de savoir que on appelle ça une RLS ou une région, on va dire une région administrative, que les 500 médecins se répartissent des patients de cette façon-là. Vous savez, donc c'est dénominalisé. Mais ce que j'ai pas le droit de faire pour le moment, c'est de prendre cette information-là que j'ai, puis d'aller m'asseoir avec ce qu'on appelle les DRMG, donc la direction locale de la santé régionale, et de dire maintenant comment on pourrait améliorer ça. Parce que peut-être que trop de médecins, par exemple, dans un CLSC, ou je ne veux pas donner d'exemple, là, mais vous comprenez, j'ai pas le droit en ce moment de le faire. OK? Puis, même si je voulais le faire, ça ne me donne rien. Je ne connais pas l'identité des médecins. Alors, je ne suis même pas capable de le croiser avec ce qu'on appelle les GMF ou avec les CLSC. Donc, c'est une information qui est limitée, qui m'a donné quand même une très bonne idée. Mais avant de faire ça, il faut que j'aie la permission de le faire. Et c'est ça qu'on n'a pas fait. Parce qu'on s'est dit, écoutez, et c'est là que j'ai dit à la FMOQ, puis c'est pour ça que je pense qu'on va avoir de bonnes discussions, vous connaissez, en sous-marin, puis de dire, maintenant, vous savez que j'ai cette information-là, on peut-tu le faire maintenant par région pour qu'on comprenne qu'est-ce qui est possible de faire comme prise en charge, parce que là, maintenant, je sais que certains médecins mettent du temps dans les urgences, qui mettent du temps dans les GMF, vous me suivez, parce qu'ils ont ce qu'on appelle les activités, les AMP, là, les activités médicales particulières. C'est une longue réponse, mais pour vous dire que c'est pour ça que j'ai clarifié quand je suis allé à la Corporation des médecins cette semaine, il n'y a pas d'informations confidentielles, au contraire, qui étaient partagées. Mais moi, ce que je veux, vous allez voir dans les prochaines semaines, je vais trouver une façon de m'entendre avec les médecins pour qu'on puisse partager un petit groupe très restreint, pour qu'on puisse avoir une discussion sur les données, puis qu'on puisse trouver des solutions. Claudie Côté, TVA. Bonjour. Ma première question est pour vous, M. Dubé. Vous avez dit le 28 septembre dernier que, je vais juste dire exactement, qu'on n'acceptera jamais que des personnes non vaccinées servent des personnes à risque. Jamais. Mm-hmm. Est-ce que maintenant, c'est un risque qui est acceptable, selon vous? Non, en fait, OK. Ce que je pense qu'on peut garantir à la population, puis c'est pour ça quand on a eu des discussions avec Dr Arruda, qui complétera sûrement au besoin, mais c'est pour ça qu'on veut être absolument rigoureux pour le 3 % qui reste. Puis je vais vous donner juste une idée, là. Sur les 5000 personnes qui nous restent à vacciner, qui ont un contact patient, il y a à peu près, laissez-moi vous donner des chiffres, là, rapidement, je peux me tromper à quelques cents proches, là. À peu près 1200 infirmières, à peu près 1300 PAB, d'autres personnels qui sont en contact, là, ça peut être des techniciens, ça peut être... et là, je suis rendu à peu près à 3000. Puis il me reste des employés autres qui ne sont pas des employés administratifs. Mais si je vous regarde mes 3 premières catégories, là, particulièrement mes infirmières et mes PAB, qui sont vraiment là, dans le cœur du sujet, là,
bien, ces gens-là, il faut les répartir dans 16 CIUS, là, dans 30 sous-régions, là, OK? Donc, c'est pour ça que Dr. Arruda, ce qu'il nous a dit, étant donné que le nombre est rendu tellement petit, là, prenez ça, là, 1200 à l'échelle du Québec, là. On va s'assurer maintenant que si on n'a pas été capable de les vacciner, au moins ils vont être testés 3 fois par semaine. Fait qu'à ce moment-là, moi, je pense que les Québécois, puis c'est ça que je vous ai dit en conclusion, qu'avec maintenant qu'on a réussi à se rendre à 97 %, ce qui reste, on va garantir aux Québécois que ces gens-là vont être dépistés 3 fois par semaine. En plus, ils peuvent prendre des mesures de précaution, comme le port du masque, et aussi, tout dépendamment, c'est une question d'organisation de service, être réaffecté à des zones moins à risque de contaminer des personnes âgées ou autres. Fait que, dans les faits, à ce niveau-ci, très honnêtement, je pense que le risque zéro n'existe pas. On le sait, la contamination peut revenir d'un visiteur ou n'importe quoi, mais on arrive à un risque qui est tout à fait acceptable. Et l'inverse, avoir moins de personnel, etc., on mettrait en péril certains services. Je ne veux pas trop rallonger ma réponse, mais je vais prendre une minute parce que c'est important. C'est important pour les Québécois, là. La beauté d'avoir décidé ça aujourd'hui, puis qu'on se comprenne bien, que notre objectif, là, c'est la protection des Québécois. On a parlé beaucoup avec Daniel puis son équipe. Nos PDG, là, quand on a pris la décision ensemble, on a dit c'est comme ça qu'on va s'aligner. Ce qu'ils aiment beaucoup de ça, c'est que, puis on a parlé beaucoup de décentralisation dans les dernières semaines, hein? Mais là, ce qu'on a dit, on ne fait pas quelque chose de mur à mur, là. Parce qu'il y a des PDG, vous avez dit, on va le regarder par région ou par service. Là, ce qu'ils vont pouvoir faire, c'est de dire, OK, moi, j'ai juste, admettons, 100 infirmières dans mon CIUS qui est problématique. Est-ce que, s'ils acceptent toutes d'être dépistés, problème réglé, mais s'ils acceptent aussi d'être vaccinés, est-ce que je peux arriver puis dire, moi, maintenant, je vais me donner la capacité de peut-être laisser aller ceux qui sont non vaccinés. Aujourd'hui, on trouve ça dangereux de le faire, pour les raisons qu'on vient de dire, parce qu'il peut y avoir un effet, Daniel parle souvent d'un effet domino entre les services. Mais dans 2 semaines, dans 1 mois, les choses peuvent changer. On va rentrer des gens. On va être capable d'être moins dépendant des non-vaccinés. Et c'est ça qu'on veut donner comme latitude à nos PDG. Alors, Daniel, là, on verra de quelle façon périodique, mais le scénario qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'était le pire scénario. Là, ce qu'il faut faire, c'est travailler à les faire vacciner, ceux qui peuvent encore se faire vacciner, se faire dépister, mais surtout rentrer du nouveau monde. Puis le nouveau monde, on veut qu'il soit vacciné. Fait que c'est pour ça que je pense que les Québécois, puis on s'assure qu'ils vont travailler, ils vont venir se faire soigner dans un environnement qui est sécuritaire. Merci. Maintenant, peut-être pour une question pour M. Arruda. En ce moment, une personne qui est non vaccinée ne peut pas se rendre au chevet d'une personne malade dans un centre hospitalier, ne peut même pas aller rendre visite à un grand-parent là, dans un CHSLD ou encore dans une ressource intermédiaire parce qu'on lui demande le passeport vaccinal. Par contre, ces personnes-là peuvent être soignées par des gens qui sont non vaccinés avec la mesure que vous annoncez aujourd'hui. Est-ce que c'est une mesure qui est encore cohérente ou logique? Puis est-ce que vous pouvez l'expliquer? Bien, il faut comprendre que les gens en milieu de soins vont prendre des précautions quand ils vont être en contact de façon claire. Quand on parle de visiteurs, ils ne sont pas nécessairement dans une dynamique de gestion, de prévention et de contrôle des infections. C'est pour ça qu'on exige le passeport vaccinal. Dans des situations particulières, dites humanitaires, là, les gens pourront pouvoir accéder à leur famille. Mais comme je vous le dis, là, le risque zéro n'existe pas, mais on pense qu'actuellement, il faut vraiment que les gens se fassent dépister. Idéalement, c'est le vaccin. Puis même encore avec le vaccin, on l'a déjà dit, ça ne veut pas dire qu'automatiquement, il n'y a aucune transmission. Il peut y avoir de la charge virale, mais elle va en diminuant. Mais nous, on pense que c'est tout à fait acceptable actuellement, là, avec 3 tests de dépistage par semaine. Je veux dire, les gens, on va détecter rapidement leur maladie. Ils vont être beaucoup moins contagieux au moment où on va les détecter, puis on va les retirer s'ils ne le sont pas. Je pense que de ne pas avoir les soins ou manquer de certains services, à mon avis, ça serait beaucoup plus préjudiciable pour la population québécoise. Est-ce qu'une personne avec un test négatif pourrait aller rendre visite
à une personne malade? On va évaluer la situation. Je dois vous dire qu'actuellement, on ne nous a pas rapporté d'enjeux de façon particulière de visiteurs qui n'ont pas eu accès à cause de ça, parce qu'il y a quand même une bonne proportion de gens qui sont vaccinés actuellement. C'est pas une chose qui nous a été rapportée, mais comme je vous l'ai dit, quand on a des questions, on analyse, on fera l'analyse comme telle par rapport à ça. Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour à tous. Peut-être une précision sur ce que vous avez dit il y a un instant, Dr. Arruda, concernant les clientèles plus vulnérables. Est-ce que je comprends donc que les réaffectations de personnel vont se faire de manière assez structurée dans l'ensemble des établissements pour que les gens plus vulnérables ne soient pas en contact avec du personnel non vacciné, ou ça va être au choix des établissements? Je ne peux pas vous garantir que ça va être fait partout, etc., mais si c'est possible d'être fait, c'est des unités, par exemple, où il y a moins de gens à risque, ou si la personne peut être dans un emploi. Je vous laisse finir. Non, mais je veux dire, ça pourrait être fait, ça fait partie des éléments supplémentaires, mais même quelqu'un qui est dépisté 3 fois, qui porte des mesures de précaution, comme on va leur demander de porter, et qui va donner des soins à une personne vulnérable, on considère que le risque est faible. Peut-être, Daniel, si tu peux dire un mot là-dessus, parce que la question est très bonne, M. Lavallée. C'est vraiment une question aussi, puis tout à l'heure, c'est pour ça, puis j'aimerais ça que Daniel explique comment il l'a discuté avec les... Mais cette espèce d'effet domino quand on déplace les gens, là, qui je pense, qui est problématique. Alors, peut-être, Daniel, là-dessus, serait important. Dans le fond, dans l'application, dans l'évaluation de l'application du décret, ce qu'on a fait comme travaux avec les établissements de santé, tous les établissements, c'est qu'on a regardé en fonction de la situation actuelle au niveau des heures travaillées par période de paie. Et la situation actuelle, vous n'êtes pas sans savoir, la situation de pénurie de main-d'œuvre. Donc, si on regarde de façon, ce qui était prévu comme heures travaillées, on était à peu près à 13 millions. En fonction de la pénurie d'heures travaillées aux 2 semaines. Et si on regarde la situation de pénurie de main-d'œuvre, présentement, le réseau roule à 10 millions d'heures travaillées par période de paie, donc aux 2 semaines. Si on appliquait le décret, puis là, on a évalué ça sur chacun des services, autant dans le secteur hospitalier que dans les secteurs de services sociaux, que dans les CHSLD, on se trouvait avec une baisse de 4 supplémentaire pour l'ensemble du Québec. Ça, cette variation-là, si on l'applique dans chacun des services, ça peut faire une variation entre 1 et 9 selon le service, mais une variation en situation de pénurie de main-d'œuvre actuellement de 1 peut avoir des effets très, très, très dommageables sur l'accès aux services ou la diminution de services pour les clientèles. Donc, c'est en fonction de ce scénario-là qu'on a soumis à la santé publique les simulations et ou la recommandation de la santé publique. Pour répondre à votre question sur l'effet domino, je vous donne un exemple. Si il y a une diminution de services d'heures travaillées, si on veut dire, dans les GMF, mettons de 25 %, je donne un exemple comme ça, l'effet que ça peut avoir, l'effet domino que ça peut avoir, c'est la cascade que ça a sur les services d'urgence. Et là, vous n'êtes pas aussi sans savoir que les services d'urgence sont très, très, très affectés actuellement, sont très sollicités. Donc, c'est le type d'effet que ça peut avoir. Comme, admettons, j'ai une baisse de 3 pour un établissement dans des CHSLD, mais ça peut mener à des ruptures ou une grosse diminution de services ou des choix très difficiles pour l'établissement sur la couverture de services qui est donnée ou le niveau de service qui est donné à ces clientèles-là. Donc, il y a toutes sortes d'effets qui peuvent découler de cette diminution-là. Et juste pour... Quand on pense à CHSLD, là, pensons au nombre de bains par semaine, pensons à ce type de service-là. Alors, c'est pour ça que l'effet domino, il faut y faire très attention parce que c'est ça qu'on ne veut pas qu'il arrive. Alors, quand le Dr Arruda dit l'équilibre entre le service et de dire est-ce qu'on peut avoir toute la protection quand même nécessaire, je pense que on ne veut pas revivre ce qu'on a vécu avant. Je peux donner peut-être un autre exemple aussi. Si vous prenez un exemple comme les soins à domicile, c'est une baisse de services au niveau des soins à domicile, c'est des services en moins ou des heures de service en moins pour les personnes qui bénéficient du service. Mais l'effet aussi que ça peut avoir, c'est que ça peut nuire au retour de personnes à domicile, de personnes hospitalisées qui devraient retourner à domicile parce qu'on n'a pas, comme établissement, la capacité de lui donner le service à son domicile. Donc, c'est les effets dominos qui peuvent se produire.
Merci beaucoup pour votre réponse. Deuxième question également sur les médecins de famille. Monsieur Dubé, on comprend que les négociations se poursuivent. On a entendu beaucoup de gens faire des commentaires sur ce sujet-là depuis la dernière semaine. Je vais utiliser un mot que vous aimez. Est-ce que vous vous engagez à ce que dans votre prochaine négociation, il y ait des livrables clairs avec les médecins de famille? Parce que c'est un peu ce qu'on a vécu souvent ces dernières années où, par exemple, on va rajouter beaucoup d'argent dans un secteur. Finalement, il y a un peu une promesse vague et au bout du compte, on ne sait pas trop si ça a fonctionné ou pas. Est-ce que dans ce cas-ci, dans ce que vous voulez négocier, il va y avoir des engagements clairs pour le nombre de patients, prise de rendez-vous? Est-ce que vous prenez cet engagement? La réponse est oui. Je pense que j'ai dit que pour être capable d'avoir une négociation ordonnée, on devait, comme préalable, avoir les mêmes faits, les mêmes données. Hein? Parce que si on a les mêmes données, un peu comme on discute avec nos PDG aujourd'hui, c'est pour ça que ça nous a pris du temps avant d'avoir les données, mais une fois qu'on s'est entendu sur les données, c'est évident qu'on prend la bonne décision parce qu'on sait les impacts. Mais c'est la même chose avec nos omnis. Je pense qu'en ce moment, ce qui a causé beaucoup de friture sur le fil, je ne sais pas si c'est une expression, ça, sur la ligne, excusez-moi, je vais l'apprendre. Marjorie va être contente parce que Marjorie, mon attachée de presse, des fois, elle me dit que je n'ai pas toujours les bonnes expressions. Je vais apprendre celle-là. Mais pour revenir à votre question, je pense qu'il est important qu'on s'entende sur les faits. Puis quand j'entendais les omnis nous dire, puis peut-être avec raison, qu'on ne comprenait pas très bien que des omnis pouvaient travailler à tel endroit, puis il fallait en tenir compte dans leur prise en charge, je suis d'accord avec ça. Mais si on n'a pas cette entente-là, qu'on a les mêmes données dans une région ou dans une RLS, comme je disais tantôt, jamais on va être capable de négocier correctement. Mais la journée qu'on a ces données-là mutuelles, puis qu'on l'a échangées ensemble, mais là, je pense qu'on va facilement s'entendre sur des biens livrables avec des échéanciers. Olivier Parce qu'on sait une chose, c'est que le premier ministre m'a donné une commande très claire. Il y a 2 chiffres qu'il faut retenir. Il y a plus de 800 000 Québécois qui sont sur la liste d'attente, puis même les Québécois qui ont un médecin de famille ne peuvent pas se faire prendre un rendez-vous en dedans de 36 heures. Fait qu'il y a 2 choses à régler. Il y a la prise en charge, puis il y a des rendez-vous dans des délais raisonnables. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour, messieurs. Monsieur Dubé, là, je pense que peut-être vous m'avez perdu dans les chiffres ou les détails. Vous dites 14 000... Ça me surprendrait, mais... 14 000 sur 330, c'est pas 3 %. Donc, c'est peut-être 330 000, donc c'est pas 3 %. Et j'aimerais connaître la nuance entre 8 000 du terrain et 5 000 en contact. C'est quoi la différence? Parfait, OK. Bien, premièrement, vous avez raison, parce que c'est 8 000 sur 290 000 qui est 3 %. Parce que vous avez en ce moment, puis pour vous dire comment le réseau il est fragile en ce moment, puis ça va revenir à... Vous m'avez déjà entendu dire ça. Restez avec moi pour une minute, ce ne sera pas long, là. Dans le réseau, là, il y a à peu près 340 000 personnes. Mais il y en a de ces 340 000-là qui sont en congé. J'ai expliqué le genre de congé. Ça peut être il y en a 50 000. Ce qui nous ramène à 290 000. Quand je dis que nos gens sur le terrain sont vaccinés à 97 %, on s'entend que c'est 290 000. Ça va? Oui. Alors donc, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'il y a 8 000 du 290 000 qui n'est pas vacciné. Ça va-tu? Oui. OK. Deuxièmement, à votre question, je vous ai dit pour fin d'information, de ce 8 000-là, quand je regarde catégorie 1, les infirmières, deuxième catégorie, les préposés aux bénéficiaires, 3, les autres types de services et les techniciens, il y a à peu près 5 000 de ces 8 000-là qui sont dans des services aux clients. Et c'est pour ça qu'avec les PDG, moi, je crois qu'il est possible, dans les prochaines semaines, dépendamment à quelle vitesse on engage, à quelle vitesse on va dépister, à quelle vitesse on va vacciner des gens qui vont être convaincus de se faire vacciner, qu'on va être capable de baisser ce pourcentage-là aussi. Mais c'est de ces 5 000-là que je parle. C'est ces 5 000-là qui devront se faire tester 3 fois par semaine. Voilà. Oh non, en fait, c'est les 8 000. C'est les 8 000. C'est les 8 000 parce qu'on ne fera pas de différence. Non. Puis je dirais poliment, là, parce que j'étais un gars d'administration, c'est tout le monde. C'est tout le monde qui soit en contact direct ou pas. Là.
Parfait, merci. Monsieur Arruda, est-ce que c'est la première fois que le gouvernement vous revient en disant votre recommandation, là, on ne peut pas ou on ne veut pas la faire? Trouvez d'autres choses. Bien, premièrement, vous comprendrez que je suis toujours en auto-évaluation. Même si le gouvernement m'a posé la question, j'avais déjà enclenché les travaux puis une réflexion moi-même parce que je surveille les couvertures vaccinales, je surveille l'épidémio, je surveille ce qui se passe et ce qui se dit. Donc, vous comprendrez que si le gouvernement m'aurait pas demandé mon opinion, j'aurais sûrement émis parce que j'aurais au moins exprimé à mon ministre, Monsieur le ministre, je constate qu'actuellement, là, on a atteint nos objectifs. Et les effets pervers, d'abord, ne pas nuire, ça fait partie de mon serment d'Hippocrate, prime non cinecere, ça veut dire d'abord ne pas nuire. Là, je trouvais qu'on est dans une perspective de nuisance plus grande que de bénéfice. Fait que je pense que devant mon serment d'Hippocrate, j'aurais au moins exprimé à mon ministre la situation. Fait que je pense que les discussions qu'on a eues ont toujours été de façon... on ne veut pas du tout appliquer ça. Ça a été plutôt des questionnements. J'ai toujours dit, hein, c'est en interaction. On en a parlé dans la première vague, le PM, etc. On est en interaction parce qu'il n'y a pas de science probante dans tout. C'est la première fois qu'on vit une pandémie. J'espère que c'est la dernière pour moi, en tout cas de cette nature-là. Donc, c'est des discussions, mais j'ai pas eu de... Je me suis fait dire, ta recommandation est foutue. Je me suis fait dire... Et de toute façon, moi-même, on était dans cette réflexion-là, à se dire, il faut réévaluer. Je l'ai dit, hein, ce qui est dit aujourd'hui va peut-être être différent demain. C'était pas nécessairement la première fois que ça arrivait comme ça. Non, ben je veux dire, des discussions, non. Je veux dire, mais je vais vous dire, une fois qu'on a discuté puis qu'on arrive à un certain niveau de confort, habituellement, les avis de santé publique ont été toujours suivis. Marie-Michel, si oui, le devoir. Bonjour à tous les trois. Je veux revenir sur quelque chose que vous avez dit plus tôt. Vous avez dit, M. Dubé, que dans la moitié des 6 et CIUS, on a commencé à mettre en congé sans solde les employés qui refusent de se faire dépister. Qu'est-ce qui se passe dans l'autre moitié? Est-ce que c'était une directive de forcer ces gens-là à partir en sans solde? Puis pourquoi elle n'a pas été appliquée dans la moitié des 6 et des CIUS? Bien, c'est parce qu'il y en a qui n'ont pas eu à le faire. Il y a des gens qui n'ont pas refusé le dépistage. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va suivre de très près. Mais et j'ai demandé non seulement d'avoir le nombre, là, Daniel, ça va être une des choses, pas si tu veux commenter, là, mais c'est sûr qu'on va suivre ça parce que quand je vais redemander à Daniel, puis à M. Desharnais, pardon, quand je vais lui demander de remettre le scénario à jour, il va falloir qu'on sache il y a combien de personnes qui ont refusé de se faire dépister, puis qu'on doit mettre en congé sans solde. Fait qu'il va falloir faire ça. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'ils ont déjà commencé à appliquer cette mesure-là depuis le 15 octobre. Puis un peu dans la même veine que ce qui vous a été demandé... Peut-être. Oh, je m'excuse. Allez-y. Je veux juste compléter que ce matin, on a eu une rencontre avec les PDG, d'ailleurs, justement pour leur communiquer ce qu'on vous communique aujourd'hui. Puis on a été très clair sur le fait que comme le ministre l'a mentionné, sur l'application du dépistage obligatoire, qu'il y aurait un suivi qui serait fait, puis qu'il fallait absolument que ça soit systématique, sinon l'employé a des sanctions qui sont prévues, donc il doit quitter son emploi. Donc c'est très clair là-dessus. Puis je suis un peu dans le même esprit que la question de mes collègues, mais vous aviez parmi vos scénarios la possibilité, par exemple, d'obliger la vaccination, mais dans certains secteurs, hein, mettons en oncologie ou en néonatologie, où les patients sont plus à risque. Est-ce que vous avez été capable de faire l'exercice pour voir si c'était applicable, si c'était faisable? Puis est-ce que c'était là qu'on voyait l'effet domino? Ou est-ce qu'à l'inverse, on n'est pas capable de le produire, là, ce portrait-là? Oui, on a appliqué différents scénarios. Le scénario initial, c'était de garder les personnes qui avaient reçu au moins une dose avec un engagement de se faire vacciner deuxième dose. On a appliqué également des scénarios où, je ne donnerai pas le détail, mais où on permettait à des travailleurs non vaccinés d'œuvrer dans certains secteurs à certaines conditions, notamment qu'ils ne devaient pas prendre les pauses en même temps que leurs collègues, puis à des secteurs où on limitait le plus possible les contacts avec les patients vulnérables. Et je vous dirais que la variation en appliquant les deux scénarios était de même pas 1%.
Donc, en appliquant même un scénario où ce qu'on tolérait un certain nombre de personnes non vaccinées, l'effet décrit, l'effet sur les services était encore assez prononcé. Puis je vous poser question, Geneviève Lajoie, dans le de Montréal. Monsieur Arruda, est-ce que c'est possible d'avoir le nombre d'éclosions qu'il y a eu dû justement à du personnel de la santé qui n'était pas vacciné et qui a transmis la maladie à des patients? Est-ce que c'est possible d'avoir cette donnée-là? Il n'y en a pas eu beaucoup. Je pense que c'est la première des choses, parce que ça n'a pas été un phénomène qui nous a été rapporté. Je ne veux pas dire, puis des fois, il faut aussi dire que l'éclosion, la source primaire, le cas index, c'est pas toujours nécessairement évident, là. Mais je vous dirais que au cours de la dernière vague, ou même à la troisième, puis à celle-ci, c'est pas le genre de phénomène qui est arrivé de façon significative. Fait que je pense que les mesures de protection qui ont été mises en place, quand même, les relatives hautes couvertures vaccinales qui ont été améliorées depuis le mois d'août, là, ont fait que des éclosions en milieu de soins nosocomiales apportées par des travailleurs de la santé, on peut compter en bas d'une main, j'ai comme l'impression actuellement. C'est pour ça, madame. C'est vraiment des éclosions en milieu scolaire où les enfants n'étaient pas vaccinés, particulièrement au primaire, quelques-unes au secondaire et en milieu de travail. Le milieu de soins a été véritablement, dans cette vague-ci, beaucoup plus épargné. Puis dans les considérant que la santé publique, c'est un des gros facteurs parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Malgré tout ce que vous dites là, j'aimerais que M. Dubé, vous me disiez, qu'est-ce que vous dites aux Québécois qui, par exemple, ont des parents en CHSLD où il y a des employés qui ne sont pas vaccinés et ces gens-là ont peur pour leurs parents, ont peur pour eux quand ils vont à l'hôpital. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Bien, un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, Mme Lajoie. Premièrement, il y en a très peu, la première chose. Deuxièmement, particulièrement avec tout ce qu'on a vécu dans les CHSLD, le docteur Arruda a dit, pour ceux qui ne sont pas vaccinés, la première chose, c'est qu'ils doivent être testés 3 fois par semaine. À la minute qu'ils sont testés positifs, ils seraient retirés. Deuxièmement, on a des équipements de protection contre les infections dans des CHSLD qui sont maintenant dignes d'équipements de protection dans des milieux de soins, là, ce qui n'était pas le cas à la première vague. Alors, je pense qu'on a tellement appris de ces difficultés-là qu'on est capable aujourd'hui d'offrir un environnement sécuritaire pour ces gens-là. Maintenant, l'autre point, puis c'est pour ça qu'on n'a pas hésité, particulièrement dans les CHSLD, d'aller avec la 3e dose. Et c'est pour ça qu'on accélère la vaccination des 3e doses dans nos CHSLD, puis maintenant dans les RPA. Alors, c'est tous ces considérants-là qui font que quand on a 97 % de nos employés qui sont vaccinés, plus ces éléments-là, qu'on est à l'aise. Mais si vous me le demandez, puis je l'ai dit, je vais le dire très poliment, que la minute que nos PDG sont capables de remplacer un non-vacciné par un vacciné, ils vont le faire. Merci. On va passer en anglais. Phil Autier de Gazette. C'était le ministre de la Santé, Christian Dubé, et le directeur de la Santé publique, Horacio Arruda, qui ont fait le point aujourd'hui sur cette vaccination obligatoire.